bienvenue dans une petite vidéo spéciale. Alors, je vous présente aujourd'hui ma pioche à lire du défi lecture Mars au féminin de Fluent Books. Donc, comme vous avez pu voir, je me suis préparée avec les petites catégories. Puis on va regarder ça ensemble. Mars au féminin, c'est un défi, si j'ai bien compris, ça fait... Peut-être que je suis dans le champ, en même temps, ça fait comme 9 ans ou quelque chose comme ça que Fluent Books l'a lancé. Donc, c'est vraiment une opportunité pendant le mois de mars, bon, avec la journée internationale des droits des femmes, le 8, de comme juste poursuivre un peu l'avancée, de se dire, de découvrir de plus en plus de plumes d'autrices féminines. D'autrices féminines, ouais, c'est un petit peu un pléonasme. Ces plumes d'autrices. Avec certaines contraintes pour nous sortir un peu de notre zone de confort. Donc, cette année, elle a gardé un peu les mêmes catégories qu'en dernier, en fait, mais ce sont des bonnes catégories qui nous stimulent. Il y a une seule qu'elle a vraiment, je pense, mise à jour. Je vous lance ça directement. Il y en a 8. Alors, ça commence par un roman noir. Bon, elle inclut là-dedans, évidemment, thriller, roman policier, cozy mystery. Moi, je suis allée avec un roman, je pense, un peu de l'âge d'or du policier. Je ne sais pas c'est paru quand. Je ne vais même pas vérifier. Je vais vérifier ça. Puis je suis allée vraiment avec des livres qui étaient complètement dans ma pile à lire, dans ma bibliothèque à lire, en fait, en arrière. Sauf pour un, parce que c'est quelque chose que je n'avais pas déjà. Donc, je ne voulais pas acheter juste pour cette catégorie-là. Puis c'est la catégorie spécifique qu'elle a faite. Alors non, c'est pas l'âge d'or, mais c'est de la moitié du 20e siècle. Alors, c'est celui-ci que j'ai mis. Je ne sais pas si je vais y arriver. Ouais. The Daughter of Time de Josephine Tey, donc en cette savoureuse édition de Macmillan Collector's Edition que vous êtes habitué de me voir maintenant entre les mains avec la petite dorure là, puis la version à l'ancienne. Donc, c'est un tome, je fais une exception, c'est un tome 5 d'une série où on va rencontrer l'inspecteur Alan Grant. Puis dans le fond, ça va être l'inspecteur qui revient dans les séries de Josephine Tey et qui, on va le retrouver qui est à l'hôpital avec une blessure au dos, donc il peut comme pas bouger. Et il y a, lui, comme inspecteur, une espèce de qualité. Ça dit ici qu'il est capable de décoder, en fait, les visages puis comprendre un peu qu'est-ce qui se cache derrière. Puis, dans le fond, il passe le temps, comme il est en convalescence, à regarder des vieux portraits et particulièrement un vieux portrait de Richard III. Il va pas accepter, malgré le fait qu'il sait qu'est-ce que c'est que Richard III aurait tué ses propres neveux. Il accepte pas que la face qu'il voit là, dans le portrait de Richard III, ça soit vraiment la face d'un meurtrier. Il va se plonger dans le passé pour essayer de trouver qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Donc, c'est vraiment une enquête un peu à cheval entre les époques. Et c'est ça. Donc, voilà. C'est la première fois que je lisais un Josephine Tey. Je voulais commencer par le premier, mais là, celui-là, c'était celui qui était là dans les classiques de Macmillan. Puis quand je l'ai regardé, ça disait vraiment que c'est, dans le fond, un de ses romans marquants. Puis je pense que l'inspecteur Grant doit évoluer, mais peut-être pas tant que ça. Donc, Josephine Tey, c'est une autrice dont le nom... Le nom de naissance est Elizabeth McIntosh. Elle est née à Inverness en 1896. Alors voilà pour la première catégorie. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est un roman historique. Puis là, j'en avais quand même pas mal. J'avais des autrices, mais j'ai hésité avec Heather Marshall. J'ai pas encore Looking for Jane, mais j'avais quand même The Secret of Audrey James, quelque chose comme ça, qui était une espèce d'histoire qui se passait pendant la Seconde Guerre mondiale en Allemagne. Mais j'étais pas sûre que j'étais vraiment dans ce mood-là. J'avais hésité avec Tracy Chevalier, puisque j'en ai deux. J'avais hésité entre A Single Thread, potentiellement, qui se passait dans le milieu de celles qui font les brodeuses, dans le fond, et tout ça. Puis là, finalement, je me suis lancée vers un livre que j'avais acheté, qui avait eu une espèce de gros engouement parce qu'il faisait partie de la sélection du club de lecture de Reese Witherspoon. Et c'est pas pour ça que je l'avais pris. Je l'avais entendu parler sur les réseaux sociaux à cause du sujet et tout. Puis je l'avais acheté, puis je l'ai jamais vraiment repris. Puis je me suis dit, dans le fond, c'est un livre historique. Donc, c'est The Dictionary of Lost Words de Pip Williams. Et c'est publié ici chez Ballantine Books. Et c'est sous forme de fiction, mais dans le fond, c'est l'histoire de Esme qui va évoluer dans un monde de mots. Elle va grandir sans maman, mais toujours super curieuse. Elle va passer son enfance à Oxford, dans la même pièce où son père et ses collègues lexicographes sont en train de recueillir les mots qui vont composer la première édition du Oxford English Dictionary. Et pendant qu'eux, ils vont travailler,
la jeune Esmée va commencer à collectionner les autres mots, ceux qui ont été rejetés ou négligés dans le dictionnaire des hommes qu'elle appelle. Puis si je me souviens bien, c'est que c'est quand même, il me semble que c'est quand même basé sur, ça dit, ouais, dans le fond, l'autrice s'est plongée dans les archives du Oxford English Dictionary. Dans le fond, c'est comme, elle met de l'avant un peu l'idée que l'histoire, autant les dictionnaires, a été écrit par les hommes, puis c'est justement, ça se transmet aussi par le fait que des mots qui n'étaient même pas présents, puis qui étaient en lien avec potentiellement les femmes. Ça se passe au début du 20e siècle, pendant le moment le plus marquant du mouvement des suffragettes. Donc, celui-là, ça me tente vraiment gros. Je dois vous dire aussi que c'est sûr que comme vous me connaissez, j'écoute beaucoup les livres en livre audio quand je fais des déplacements. Ça a quand même joué un peu dans la balance, c'est-à-dire que j'ai fait ce choix-là. Je l'aurais choisi aussi, mais j'essayais quand même de vérifier si je pouvais potentiellement avoir accès à la version audio sans nécessairement avoir à l'acheter. Parce que bon, j'aimerais ça pouvoir les lire, puis c'est quand même 8 livres en 4 semaines. Donc, pour être réaliste, il faudrait que j'en ai quand même quelques-uns qui sont en livre audio. Ensuite, troisième catégorie, un essai engagé. Bon, elle disait un essai tout court, potentiellement, mettons un exemple, un essai qui explique le problème du patriarcat, etc., etc. J'en ai des essais, mais j'ai décidé de me relancer encore une fois dans une lecture. J'en ai un par année ou un par, je sais pas, des fois c'est 2 par année. Une lecture de Virginia Woolf, donc un petit essai que j'avais acheté il n'y a pas longtemps qui s'appelle Three Guineas, donc de Virginia Woolf. Et c'est un essai qui se veut une réponse à comment on peut prévenir la guerre d'actualité. Et à partir de cette question-là, dans le fond, Virginia Woolf va, dans le fond, tisser son argumentaire autour aussi des inégalités entre les femmes et les hommes et de se dire que, dans le fond, avant de prévenir la guerre, il faut d'abord qu'on résolve la problématique des inégalités entre les femmes et les hommes. Puis, dans le fond, elle va passer à travers tout ça. C'est quand... mon édition est un peu dense. Là là! Vous comprenez pourquoi. C'est là, en plus, je ne l'ai pas trouvé en anglais pour le moment. En livre audio, j'ai trouvé en français, mais j'aurais aimé savoir la plume de l'autrice en anglais. Ça se peut que j'ai besoin un petit peu d'aide quand même de livre audio pour m'aider. Les essais, ça m'aide quand même d'avoir la version audio, donc celui-là. Mais quand même, je vais le lire, c'est sûr et certain. Ensuite, prochaine catégorie, je ne l'ai pas avec moi. C'est un des livres que je vais emprunter à la bibliothèque. J'ai déjà demandé emprunt de bibliothèque. Et c'est un livre de... Elle écrit Anne Kang, mais c'est Kang Anne, je pense, parce que c'est... je crois que c'est une autrice coréenne, qui a gagné le prix Nobel récemment pour l'ensemble de son œuvre. Donc, elle disait soit un livre de Kang Han ou une autrice asiatique. Puis, ben, dans le fond, je regardais dans ce qui est écrit par Kang Han, ça me parlait. Moi, ça a l'air excellent, là, vraiment des bonnes critiques. Là, si vous voulez aller voir, il y a des choses qui semblent assez marquantes. Mais je me suis plutôt rabattue sur un petit opuscule qu'elle a fait qui était un peu comme de la prose poétique qui s'appelle The White Book. Bon, moi, je ne l'ai pas trouvé en anglais en bibliothèque pour le moment. Je vais voir ce que je vais vraiment faire une dépense. Je ne sais pas si je vais aimer ça, mais sinon, je l'ai trouvé en français. Comme c'est quand même traduit du coréen, ça va. Je pense qu'il y a une traduction de toute façon. Donc, j'ai trouvé en français. Ça s'appelle Blanc, sans surprise, en français. Et je vais le recevoir sous peu. Mais ça, c'est le seul qui ne sera pas dans ma pile à lire parce que, dans le fond, l'idée, c'est que... Mais qui ne va pas être issu de ma bibliothèque à lire parce que l'idée, c'était de lire des livres de ma bibliothèque à lire. Ensuite, le prochain, c'est un roman de SFFF, la façon européenne de parler des livres de l'imaginaire, donc science-fiction, fantasy, fantastique. Et ben là, dans le fond, je vous l'avais déjà parlé dans d'autres vlogs, mais j'ai décidé d'y glisser le très troublant Erland de Charlotte Perkins Gilman, qui, de mon côté, en tout cas, est inclus dans ce recueil-là ici, que j'avais d'abord acheté parce que c'était de Yellow Wallpaper de Charlotte Perkins Gilman. C'est d'ailleurs Fluid Books qui m'avait fait m'allumer sur cette histoire-là. Puis dans le fond, dans ce recueil-là, il y a également Erland. Je l'ai quand même en version audio, je vais voir, mais c'est vraiment une histoire où, ben j'en avais déjà un petit peu parlé, mais c'est une histoire où il me semble que ça se passe aux États-Unis. Je suis pas certaine, mais il me semble que oui. Et il y a comme des rumeurs qu'il y aurait un pays, pas très loin, qui est uniquement habité par des femmes. Et la société est complètement matriarcale, puis il n'y a pas d'hommes du tout qui sont là, ou en tout cas, je pense que quand ils sont là seulement là pour des vertus reproductives, puis après ça, ils s'en vont, ou peu importe. Et il y a 3 jeunes chercheurs qui vont aller en expédition pour quelque chose, puis se rapprocher un peu du lieu où supposément ce pays est là. Et ils vont en finir, si j'ai bien compris, par le visiter et finalement essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe finalement dans cette société-là. Puis quand c'est paru, ben en fait, Charlotte Perkins Gilman, c'est vraiment une autrice qui est fascinante. J'en ai lu un peu plus sur sa vie, puis je trouve ça vraiment intéressant. Elle était vraiment... elle était audacieuse déjà à l'époque.
Elle s'était mariée, mais c'était pas vraiment sa place. Elle a fini par divorcer, ce qui n'était pas très courant à l'époque. Elle était beaucoup pour l'indépendance, puis la liberté d'expression et tout ça. Puis, bref, j'ai hâte de lire ça. Ça a l'air un peu troublant. Ça répète de Yellow Wallpaper. Le Yellow Wallpaper, c'est vraiment un essai sur la santé mentale, puis particulièrement la dépression postpartum, on dirait. Mais peut-être pas ça, mais elle en a vécu, donc la dépression de point. Puis c'est comme vraiment une espèce d'histoire d'enfermement dans une chambre où à l'époque, les femmes, on les conseillait comme hystériques pour les mettre dans des chambres, puis ils étaient juste comme enfermés, puis s'ils étaient chanceuses, ils n'allaient pas dans une institution chanceuse. Donc, mais là, avec tout ce que j'ai lu dans les dernières semaines, puis que je suis un peu fragile par rapport à ça, je me suis dit, je vais quand même y aller avec plus son roman de SFFF. Ensuite, prochaine catégorie, une autrice issue d'une minorité. Donc, ça peut vraiment être, ça peut être une autrice issue de la communauté afro-américaine, ça pourrait être une autrice issue de la communauté LGBTQIA+, etc., etc. Ça aurait pu, j'ai failli prendre un livre, moi, par une autrice autochtone, donc des Premières Nations au Québec ou au Canada. J'en ai plein. Mais finalement, je me suis rabattue sur un livre que j'avais acheté puis dont j'ai beaucoup entendu parler, qui est un recueil de nouvelles. Et là, fiez-vous pas au premier prénom de l'autrice, parce qu'en anglais, c'est un prénom féminin. Mais c'est le recueil My Monticello de Jocelyn Nicole Johnson, donc publié ici chez Holt. Et donc voilà, c'est un recueil de nouvelles qui font dans la, si je me souviens bien, la dystopie, mais en même temps, bon. Chaque nouvelle, dans le fond, représente des humains, en fait, qui font partie d'une minorité et qui vont se débattre et combattre, en fait, pour survivre en Amérique. Donc, très d'actualité, ça aussi. Je ne sais pas si... Même Monticello, c'est le nom de une des histoires. Mais il y en a 6. Ouais, il y a 6, dans le fond. C'est plus des short stories, je pense. Je sais que c'est pas exactement la même structure, là, mais bref. Fait que My Monticello, super contente de pouvoir le lire enfin. Et les deux dernières catégories, c'est sûr que je ne les aurais pas en livre audio, parce que c'est des catégories qui nécessairement ont potentiellement des moments graphiques dont j'aimerais profiter. Alors, la prochaine catégorie, c'est un graphique fait par des femmes. J'ai plein de romans graphiques chez moi, mais ils ne sont pas tous faits par des femmes. Il y en a un ou deux que j'avais qui étaient faits par des femmes, mais qui m'inspiraient un peu moins. Puis, dans le fond, j'ai décidé d'aller dans de faire un petit saut dans la littérature québécoise, parce que j'ai pas grand-chose là, et j'ai décidé de me lire finalement le fameux Salade de fruits de Caton, que j'ai depuis un petit moment, qui est un recueil de moments du quotidien. Si vous ne connaissez pas Caton, c'est vraiment excellent. Ça, c'est vraiment ces petits côtés un peu strip comiques comme dans les journaux. Mais sinon, si vous n'avez jamais lu Caton, la meilleure façon, je pense, de la connaître, c'est vraiment les ananas de la colère, genre chez Pau Pau. Ne boudez pas votre plaisir. Donc, celui-là, ben, ça se résume pas. C'est vraiment un recueil de scénettes du quotidien. Donc, celui-ci, évidemment, que je vais lire en papier. Et enfin, la dernière catégorie, c'était un roman jeunesse. Et là, je suis tombée sur quelque chose que je ne savais même pas qui existait, c'est-à-dire un opuscule dans le même ordre un peu d'idées qu'un livre que j'avais vraiment adoré, qui était Julia and the Shark de Kieran Millwood. Je l'ai ici. Kieran Millwood Hargrave. Et il y en a comme un second qui n'était pas les mêmes personnages, mais de ce que je comprends, qui reprend un peu la même formule. Et c'est Layla and the Blue Fox. Et c'est tellement... Ça, là, habituellement, là, c'est pas la même illustratrice. C'est un illustrateur, mais bon, ça va. L'autrice, j'ai considéré que l'autrice était ce qui était le principal. Mais c'est des romans illustrés. Puis ça, je crois que ça suit une expédition. On va suivre Layla qui a 12 ans. Et ça va être la première fois qu'elle va voyager seule. La première fois qu'elle va être séparée de... je crois, sa famille, qui est potentiellement peut-être sa grand-mère et son cousin et sa cousine. Et c'est la première fois qu'elle va voir sa mère, qui est une scientifique qui est associée, dans le fond, une climatologue qui travaille en Norvège. Dans le fond, c'est la fois qu'elle va voir sa mère depuis que la guerre va avoir forcé leur famille à quitter la Syrie 6 ans avant. Donc, ça va se passer en Arctique, puis je pense que ça va être l'histoire d'un renard Arctic Fox Real. Oui, dans le fond, ça va être l'histoire de l'épopée d'un renard arctique qui avait fait, si j'ai bien compris, qui avait été suivi parce qu'il avait fait un périple de 2000 milles à travers les continents.
Donc, voilà. Mais ça, ça a toujours l'air d'être un peu en surface, mais la dernière fois, ça a abordé la santé mentale, mais c'est super bien fait. C'est comme super émouvant. Puis j'ai vraiment hâte de lire. Donc, voilà pour la sélection. Alors voilà, ça c'était les 8 catégories qui sont complétées. Évidemment que j'ai quand même des possibilités. J'ai pas 850 000 choix pour toutes les catégories. Je pourrais quand même en trouver, là, comme quand je vous ai dit, dans une autrice issue d'une minorité, j'ai quand même potentiellement un œuvre d'Anne Dumont. J'en ai 2-3 que je pourrais lire aussi si jamais je me rends compte que je suis moins attirée par Mai Monticello. Pour les romans noirs, j'avais hésité, mais j'avais celui-là que j'ai acheté il n'y a pas longtemps qui est de Mur Laferty. Donc, les Cozy Mystery, Cozy Space Mystery. Donc, celui-là, ça me tentait bien aussi. J'y ai pensé, mais j'aimais mieux essayer de faire le Joséphine Tey parce que ça fait longtemps que je dois la découvrir. Mais si jamais je vois que ça ne fonctionne pas, j'aurais aussi cette possibilité-là pour la catégorie roman noir. Et sinon, ben, c'est sûr que pour les romans historiques, j'aurais plus de choix potentiellement. Au début, je m'étais dit que j'allais lire un des Jane Austen que j'ai jamais lu. Oui, je sais, il y en a que j'ai jamais lu. Donc, soit Persuasion ou Mansfield Park. Je sais pas si ça va focuser, mais... Et Persuasion, il m'a toujours moins tenté. Mais il faudrait vraiment que je me regarde. Dans le fond, c'est son dernier roman. Je sais qu'il a été publié, je pense, de façon posthume. Mais bon, il y avait celui-là peut-être, puis Mansfield Park, qui était quand même un peu un classique, puis je l'ai juste jamais lu comparé aux autres. Il m'attirait moins, mais je m'étais dit pourquoi pas. Puis sinon, ben, je m'étais quand même acheté il y a pas longtemps Wuthering Heights de Emily Brontë. Emily? Oui, Emily Brontë. Ça, c'est un peu plus noir et sombre, donc j'ai moins envie, mais je m'étais dit quand même que ce serait le fun de lire des classiques dans les romans historiques. Sauf que j'ai d'autres opportunités d'en lire, puis ça, c'est quand même des autrices qui sont bien connues. J'aimais mieux découvrir des autrices que j'avais moins lues potentiellement dans cette sélection-là. Alors voilà, c'est ma pièce à lire du Mars au féminin. J'espère que ça vous a inspiré. Je vais mettre quand même en lien en barre d'infos, en fait en description, pardon, je vais vous mettre le lien vers la vidéo où Fluent Books va parler un peu du défi, puis peut-être le lien vers son compte Instagram, parce que dans le fond, c'est vraiment elle l'instigatrice de ça. Si jamais ça vous dit de participer, c'est pas obligé de respecter les catégories, vous pouvez aussi juste décider de lire seulement les autrices pendant le mois de mars. Mais bon, si ça vous dit, je vais vous mettre ça en description. Alors, ben voilà, il ne me reste plus qu'à nous dire... à tout bientôt, quand le défi va avoir commencé. Vous allez sans doute les voir apparaître dans mes vlogs hebdo, mais bon, au moins vous allez avoir eu une petite idée de quoi vous attendre pendant le prochain mois. Allez, à tout bientôt!